You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de votre podcast HR Meetup, le podcast sur les passions au travail, les ressources humaines et aussi le thème de l'entrepreneuriat, bien entendu. Aujourd'hui, nous sommes chez Transforma à Bruxelles et j'ai la chance d'avoir avec moi Samuel. Bonjour Samuel. Bonjour. Alors Samuel, les auditeurs et auditrices ont peut-être reconnu ta voix, qui sait ? On te connaît dans les médias classiques, télévision, journaux, parce que ton activité t'y amène, mais je déplore que parfois ce soit un peu trop court et qu'il nous manque de l'info. Et je me suis dit, ce serait sympa de t'inviter aujourd'hui dans ce podcast. On a une question rituelle. C'est de ton rêve d'adolescent à ce jour. Que s'est-il passé, Samuel ? Et puis surtout, est-ce que tu es aligné avec ce rêve aujourd'hui ? Très bonne question. Bonjour, merci de m'accueillir ici. Je m'appelle donc Samuel Chapelle et j'ai la chance de porter différents projets culturels, événementiels, dont je vais vous parler dans un instant. De mon rêve d'adolescent, c'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un de passionné, j'ai toujours eu envie de changer les choses, mais aussi de participer à quelques changements dans la société et de le faire de manière positive, pas de donner des leçons, pas moralisatrice. Je pense que ces changements passent par une appropriation, par l'inspiration, par des bons moments, par des émotions positives. J'ai eu la chance d'en faire d'une certaine manière mon métier. Mais t'as étudié quoi ? J'ai étudié la communication à l'IEX, plus précisément en animation socioculturelle, éducation permanente. J'ai aussi été très investi, notamment dans les mouvements de jeunesse, où j'ai aussi appris pas mal de choses, notamment Comme les scouts ? Oui, j'ai été très investi chez les scouts et c'est pour moi la première fois où j'ai appris que tout était possible en fait, qu'on pouvait créer des projets et en s'impliquant dedans, en partant de rien, les monter, les construire avec des amis, avec d'autres personnes, les réaliser, les mettre en place et que ça pouvait avoir un impact sur soi-même et sur les autres. Et c'est vrai que ça a été une super école pour ça. Et puis évidemment, mes études aussi m'ont permis d'apprendre plein de choses au niveau communication. Et tu as été directement entrepreneur ou tu es passé par le monde des entreprises en tant qu'employé ? Tu as vécu ce passage ou pas ? Alors j'ai lancé le premier projet professionnel qui est le festival La Semo. J'ai lancé La Semo avec quelques amis qui étaient une émanation à la base d'un projet scout pendant mes études. Les 2 premières éditions, j'étais aux études, j'ai fait mon stage dans mon propre projet. J'ai eu la chance que mon école me fasse confiance pour ça. J'ai pas vraiment travaillé ailleurs, même si pendant quelques mois à la sortie de mes études, il n'y avait pas encore de quoi me rémunérer. Donc j'ai travaillé sur un très chouette projet dans l'aide à la jeunesse, un projet de communication pour le placement familial pendant quelques mois à mi-temps. Et l'autre mi-temps, je continue à développer le festival. Quand je t'écoute, j'entends de la passion, du sourire dans ta voix. Donc on sent que la passion, elle émane de toi à 100%. Mais ce qui t'intéresse, c'est la communication. Et si je t'ai écouté attentivement, c'est aussi un côté faire du bien à la société et des causes. Oui, parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent changer. Je veux dire, il y a des choses qui d'accord. fonctionnent bien dans le monde d'aujourd'hui, mais il y en a beaucoup d'autres aussi. Et ça, c'était le début déjà ou c'est un constat qui est venu plus tard ? Non, ça a toujours été le cas. Je pense que j'ai été aussi un peu éduqué là-dedans, par mes parents forcément, dans cette idée qu'on avait chacun un petit rôle pour changer les choses simplement. Notre pierre à apporter à l'édifice. On a chacun une pierre à apporter à l'édifice et avec cette impression que ça peut avoir de l'impact sur les gens en leur faisant du bien. Et c'est vrai que, alors, peut-être tout n'était pas formulé comme ça au début. Les intuitions de départ prennent forme et peuvent mieux se formuler après. Mais j'ai l'impression qu'on vit aujourd'hui à une époque où beaucoup de gens vont pas bien. Les gens sont un peu déprimés, tristes. Il y a un contexte international depuis quelques années maintenant, mais ça ne s'arrange pas, qui n'est pas tout à fait rose. Et que la première chose, si on a envie que le monde aille mieux, c'est que les gens aillent mieux. Ah oui. Pour ne pas soigner les ruches, il faudra d'abord soigner les abeilles. Exactement. Je pense que mon métier sert à ça aussi. Souvent, on pense au fait qu'il faut se nourrir, manger, avoir des activités, etc. Mais je pense que c'est indispensable aussi de se nourrir l'esprit. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec les beaux projets culturels sur lesquels je bosse. Pour toi, c'était très clair depuis le départ que ta vie, ce serait l'entrepreneuriat ? Tes parents étaient aussi entrepreneurs ? Pas du tout. Mes parents ont travaillé dans le social. Je suis seul, je pense, dans ma famille à avoir suivi ce parcours-là. Ça s'est fait un petit peu comme ça, un petit peu un coup de tête. Naturellement. Et en fait, en lançant la CMO, j'avais aucune idée que ça existerait encore 20 ans plus tard, que ça deviendrait mon boulot. C'est un projet qui s'est lancé comme ça par passion. J'ai toujours lancé des projets, j'ai toujours porté des projets, j'ai toujours adoré ça, sans jamais me projeter précisément sur mon métier. Je savais pas ce que j'allais faire comme étude, je savais pas. J'ai jamais eu une vision très claire là-dessus. Mais ça, c'est hyper rare, naturellement. Parce qu'un entrepreneur, souvent, il se tracasse sur comment je vais gagner ma vie, il fait un business plan. Ici, toi, c'est vraiment comme quoi on peut aussi être entrepreneur en suivant sa pulsion, sa passion et ses envies. Mais il faut être plus patient, peut-être. Ça s'est fait de manière tout à fait inconsciente parce que ce qui m'a toujours intéressé, c'est les projets. Donc, j'ai toujours travaillé pour des projets, pas la pour finalité. Moi, voilà, pas pour un salaire, mais pour des projets dans lesquels je crois. Et j'ai toujours eu cette chance-là. Et donc, en lançant ces projets, déjà j'étais aux études, donc j'avais pas vraiment ces contraintes d'avoir un salaire. Je suis resté un peu chez mes parents, j'ai eu cette chance-là, et puis j'ai eu d'abord un salaire à mi-temps, un petit salaire, et puis pendant plusieurs années, sans avoir de grands besoins non plus, mais voilà, toutes mes tripes, tout mon temps, toute mon énergie, je l'ai consacré au projet. Et c'est vraiment comme les projets, quand on les lance, en tout cas ceux sur lesquels moi je travaille, c'est fragile pendant un certain temps. Moi, j'avais pas envie de prendre de l'argent et de risquer de le mettre en difficulté. Donc pour moi, le plus important,
c'était que le projet continue, se Qu'il soit développe, pérenne. grandisse, évolue, soit pérenne. Et puis, à un moment, on s'est posé la question de pour qu'il soit pérenne, il faut que j'y consacre du temps. Et là, maintenant, j'ai besoin de me nourrir et donc j'ai besoin d'un salaire. C'est plutôt comme ça que la question s'est posée. D'accord. Je me suis pas dit, je dois gagner de l'argent, qu'est-ce que je fais pour gagner ma C'est vie, ça, quoi. quoi. Sinon, j'aurais sûrement fait autre chose. Ouais, voilà. On va peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la CEMO. C'est un festival pluridisciplinaire. Donc, on propose à la fois des concerts, de la musique, mais aussi de l'art de rue, du cirque, du théâtre, aussi du conte. Et c'est un festival qui a plusieurs particularités, parmi lesquelles celle d'être durable. Donc, on a toujours mis au cœur de nos préoccupations ces enjeux de développement durable dès le début. Et c'était même une des raisons d'être du festival, puisque on avait l'impression que les gens associaient souvent le développement durable à une démarche négative, à un truc un peu chiant, privation, austérité, moralisation, contrainte. Et d'un autre côté, on avait l'impression que les festivals, qui sont un peu les grands messes actuels, étaient des lieux de gaspillage au sens large. Et donc on s'est dit à la fois comment associer le développement durable à un moment positif dans la tête et dans le cœur des gens, et à la fois comment montrer qu'on peut s'amuser autrement, à la fois au public, aux professionnels, et à tout qui travaille dans cette industrie, quoi. Et donc, ça a été un peu le déclencheur de la CEMO. Il y a le pendant, il y a le avant, mais il y a aussi le après. Combien de fois je suis allé sur des festivals où, quand tu quittes les lieux, tu te dis, mais on laisse une poubelle derrière nous. Visuellement, ça a été clairement un élément déclencheur. Et donc, on a commencé à se poser des questions. On voit les sites de festivals sont dégueulasses. Comment on peut faire pour rendre ça plus propre? On a l'impression que c'est en respectant le public et en rendant l'expérience plus agréable qu'ils vont avoir en plus envie de le respecter aussi. Et de comprendre qu'il y a une plus-value à être plus respectueux de l'autre, C'est ça, du quoi. lieu, etc. Nous, on a eu l'impression qu'en proposant des lieux dans lesquels on propose des festivals qui sont des lieux déjà très beaux, on a tout mis en place pour que ce soit toujours propre par terre, par exemple, que les gens n'aient pas trop à faire la file et de l'espace, etc. Et qu'en étant attentifs à tout ça, ils allaient être plus respectueux de l'endroit. Et puis, on a commencé à regarder, par rapport à l'exemple que tu cites, on a commencé à ouvrir les poubelles et on a vu qu'est-ce qu'il y a dans ces poubelles. Ah, il y a plein de gobelets. Comment on peut faire pour réduire les gobelets? Comment on peut faire? Et voilà, on a essayé de travailler comme ça. Et là, le puzzle se met en Le place. puzzle se met en place parce qu'en fait, cette question de la durabilité autour des événements était quelque chose de totalement inexistant il y a 20 ans. C'était pas du tout à l'ordre du jour. Et donc, c'est vraiment une thématique, une science, entre guillemets, dans laquelle il n'y avait pas vraiment d'écrit ou d'existence, sur lequel nous, on a travaillé purement par intuition, sans formation là-dedans. C'est très familial, là, ces mots. Oui. C'est le cachet familial qu'on met en avant. C'est une des autres particularités de la CEMO, clairement. J'ai parlé de l'aspect pluridisciplinaire avec plein de disciplines qui invitent aussi à la curiosité. Les gens viennent voir peut-être une tête d'affiche, un artiste qu'ils connaissent, mais ils vont découvrir plein de choses. Je pense que la curiosité, C'est génial. c'est indispensable, Ouais, ça clairement. ouvre nos esprits, c'est vraiment nécessaire. À côté de ça, il y a l'aspect durable dont on a parlé, et puis il y a l'aspect aussi familial qui est hyper important pour nous, intergénérationnel, je dirais. C'est-à-dire que c'est un festival où un festival de rencontres. Un festival où on peut venir avec ses enfants, avec son bébé. On a à peu près 20% du public qui a moins de 10-12 ans, donc qui sont vraiment des enfants et beaucoup de bébés. Bah oui, parce qu'il y a le spectacle de rue, c'est un peu cirque aussi. Il y a une offre artistique, mais on n'a pas envie d'avoir une offre artistique qui est vraiment pour les enfants. C'est plutôt familial, rassembleuse. Mais il y a aussi toute une série de facilités qu'on propose. Donc, il y a des espaces où les parents peuvent changer leurs enfants. Il y a de la place, il y a un camping dédié aux familles. Il y a des espaces avec des activités, des jeux, etc. Il y a une garderie pour les enfants. On prête des casques anti-bruit. Il y a tout un travail qui est fait sur l'offre de nourriture, qui est pensé aussi pour les enfants et les familles. Enfin, il y a énormément d'éléments qui sont mis en place pour être sûr que les enfants, les familles et leurs parents se sentent bien, simplement, quand ils sont sur le festival. On a envie que les enfants se sentent bien, leurs parents, mais aussi leurs grands-parents. Et donc, on a aussi des personnes plus âgées qui viennent. Et c'est génial parce que souvent, les festivals étaient vus comme un phénomène très générationnel. Pour nous, ce qui est important, c'est de réunir les générations et de leur permettre de se rassembler, d'échanger, de partager ensemble, de partager des émotions, parce que tout ce qui crée du lien va renforcer évidemment le vivre ensemble, et ce qui est un de nos objectifs. On a envie d'être un lieu qui rassemble simplement et dans lesquels on pense qu'il y a plein d'émotions qui sont un peu universelles, qui veulent être partagées par tout le monde. Et que des gens de tous les âges, de toutes les provenances viennent et partagent ces moments, c'est super magique et ça fait partie des spécificités du festival. Est-ce qu'il y a d'autres festivals ou d'autres activités qui sont limite votre concurrent ou concurrenteux par rapport à ça? Parce que j'ai rarement entendu un regroupement d'autant d'aspects positifs, j'ai envie de dire. Et surtout, j'aime bien que tu me parles d'émotion. Je crois que l'art et la culture, on oublie trop souvent que ça rend tout de l'émotion. T'as déjà un peu analysé ce qui se passe autour et te positionner? Alors je pense qu'il y a d'autres festivals qui ont des valeurs, bien sûr, qui ont un projet de société. Il y en a qui n'en ont pas non plus, et tout est très bien. Je crois que le projet tel que nous on l'a et tel qu'on le raconte est assez unique. Oui, c'est ça. Mais il y en a d'autres qui travaillent sur d'autres sujets, d'autres niveaux d'engagement. Ça me semble super et complémentaire. Est-ce que le rêve, c'est pas quelque part qu'on vous copie partout? Je pense qu'il y a des éléments qui sont copiés de chez nous ailleurs, et Ouais. moi ça me fait toujours C'est positif. plaisir. Tout comme je vais aussi voir, surtout à l'étranger, d'autres festivals, d'autres spectacles, etc. pour nourrir, parce que T'as inspiré aussi. voilà, le cerveau, l'imaginaire, la créativité, ça doit se nourrir, c'est important.
Je pense et j'espère, enfin de toute façon je le vois et puis on nous le dit aussi que la CMO inspire d'autres projets, c'est génial. Et puis surtout, j'ai envie que la CMO nourrisse les personnes qui y participent et leur fasse du bien, et recharge leur batterie, leur permette d'affronter ce qu'ils ont affronté. Et je crois que ça, c'est un élément qui est hyper important pour nous. C'est quoi qui te donne de l'énergie, la plus grosse satisfaction quand ça se passe là, ces mots? La plus grosse satisfaction, je pense que c'est de voir qu'il y a cette magie, il y a cette émotion. On le sent en fait, tout simplement. Tu la ressens? Je la ressens. On a énormément de gratitude de la part du public qui vient nous dire combien ça leur a fait du bien, combien ça leur fait plaisir. C'est le plus beau des cadeaux. C'est le plus beau des cadeaux, évidemment, de voir que les gens sont heureux de s'y investir, de vraiment sentir cette espèce d'alchimie qui se passe. Et c'est ça, tu parlais d'émotions tout à l'heure. Je pense que les émotions, c'est ce qui nous rend humains. Les bonnes émotions, la joie, mais aussi la colère, la tristesse. On a plein de raisons de vivre des émotions dans notre vie, mais les spectacles nous offrent ça aussi. Les concerts, la musique, tout ça, ça nous fait vivre des émotions qui sont très très fortes. Et en fait, souvent, je pense qu'on a été aussi un peu éduqués à essayer de dompter nos émotions, à essayer de les maîtriser. Et j'adore quand une digue on peut les lâche, lâcher, quoi. on peut les lâcher. Exactement. Quoi. J'aime bien l'image de la digue, c'est une super image sympa. C'est des digues que nous, on se crée et qui en fait ne sont pas bonnes pour nous. Alors là, on peut plus rien contrôler parce qu'un spectacle nous touche, nous fait pleurer, nous donne la chair de poule, nous fait rire, nous fait danser, nous fait chanter. Ça marque un souvenir de la vie. C'est Un moment incroyable. clé. Voilà, Ouais, et c'est c'est la magie. ça qui donne du sens à notre existence. À part ça, notre existence, c'est quoi? Manger, vivre des chouettes moments en famille, dormir, se reproduire. Voilà, ici, on a quelque chose qui ajoute Qui un marque. supplément d'âme, quoi, Ouais, qui simplement. marque. Ouais. Samuel, tu nous dis que ça fait 20 ans déjà, donc ça veut dire que la CMO, elle a commencé en quoi, 2015? La première édition était en 2008. On va faire maintenant la 20e édition l'année prochaine. Entre les deux, il y a eu des moments charnières, des moments clés, ou des moments où tu te dis, ah là, ça décolle, ça va changer notre vie. Il y a eu beaucoup de moments difficiles. Oui, c'est vrai aussi. Oui, beaucoup, oui. Mais le pire, c'était après notre 5e édition. On s'est vraiment complètement planté financièrement. On a perdu pas mal d'argent. La structure était en liquidation et on a hésité. On s'est dit, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue? On avait tout donné. Bon, ce projet, comme je t'expliquais, je l'ai lancé, j'avais 22 ans. J'étais très jeune. Toute l'équipe était tout aussi jeune. Donc On fait les gaffes de débutants. Bien sûr, on est parti complètement à la fleur au fusil. Et parfois, quand des gens me demandent comment se fait que ça ait marché, je ne sais même pas. Ouais. Le seul mérite qu'on a eu, c'est d'y mettre notre cœur et notre rythme. Mais en soi, quand je regarde... Et de persévérer, non? Oui, de persévérer, mais quand je regarde ce parcours, il n'y avait aucun ingrédient qui fait que ça devait marcher, quoi. On n'y connaissait rien, on était... Voilà. Et donc, une année, on s'est planté et voilà, on s'est dit, c'est pas grave, on arrête, on passe à autre chose. C'était en 2012. Et puis, il y a une série de bénévoles ou de gens actifs dans le projet qui ont dit, mais non, c'est trop con, il y a un potentiel. Vous êtes senti soutenu à ce moment? On s'est senti soutenu. Il y a plusieurs personnes qui ont dit, on va sortir un petit peu d'argent pour racheter en fait le nom, pour racheter les peu de matos qu'on avait et relancer le projet. Et c'est là que tu es devenu multi-entrepreneur? Oui, à ce moment-là, on s'est dit, on doit changer ce qui marche pas dans le projet. Donc, on a par exemple déménagé, on a changé de lieu. Le lieu, c'était où au départ? On était à Othon, près de Marchand-Famenne, qui était un super site. On a été très bien accueillis là-bas. Mais voilà, les majorités politiques ont changé. On n'avait plus de soutien au niveau local. C'était un endroit plus difficile d'accès aussi. Il fallait on s'est faire des rendu choix. compte, voilà. On a trouvé un autre endroit dans lequel on a eu ce dont on avait besoin et ce qui nous manquait à ce moment-là. Le parc d'Enghien, donc entre Bruxelles et Lille. Et on y est depuis 2013 maintenant, donc ça va Waouh. faire quand même quelques années. Rebondir avec le support des gens, et ça c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir aussi quelque part. Oui. Reconstituer une structure, des moments forts encore. Oui, bien sûr, il y a plusieurs moments forts. Je pense qu'il y a un des moments forts, là, si on parle de la CMO, c'est un moment où on s'est dit, là, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de repenser le projet. Tu sais, on est toujours dans une logique de dans 12 mois, c'est le prochain festival, 11 mois, 10 mois, 9 mois. Et donc, un peu dans cette course permanente. Et puis, à un moment, on s'est dit, là, il faut qu'on prenne du recul et qu'on commence à penser plusieurs années, à faire un plan sur plusieurs années, se dire, comment est-ce qu'on voit la CMO dans 10 ans? C'est un luxe, en fait, de se permettre ça. Et on a fait ce travail-là et on s'est projeté. On a créé un super projet pour développer le festival parce qu'on avait l'impression d'être un peu le cul entre deux chaises, c'est-à-dire à la fois trop grand pour être avec du personnel rémunéré, etc. et trop petit par rapport au public qu'on drainait. Et donc, on avait un modèle économique qui tenait plus vraiment la route. On avait peur qu'en tout cas, qu'il ne tienne plus la route. Tu réponds déjà à une des questions que j'allais te poser, c'était quoi les challenges ou c'est quoi les challenges de la CMO? C'est une question que beaucoup d'entrepreneurs se posent. Est-ce que je dois grandir ou pas? Oui. C'est quoi les éléments qui font que tu te dis oui, maintenant on va grandir, on va faire le nécessaire? Et c'est quoi la taille de la CMO maintenant? On peut en parler? On a à peu près 50 000 personnes donc Ah ouais, sur quand même. 3 jours. Et effectivement, on était en 2018-2019 et on s'est posé la question, est-ce qu'on grandit ou est-ce qu'on réduit la voilure simplement? Et on a fait le choix de grandir. On a développé un plan d'action sur plusieurs années et on a été chercher des financements sous forme de prêts via un invest qui nous ont permis d'investir. Bon, en plus, il y a eu le Covid qui était un moment évidemment
symboliquement très fort aussi pour tout le monde, mais singulièrement dans notre métier, quoi. Ça vous a fait peur? Ça nous a fait mal, ça nous a fait très mal. Moi, ça m'a très fort touché que des gens puissent considérer que la culture n'était pas essentielle. Et pas des gens, que les autorités, les personnes censées représenter l'État et le bien-être, le bien commun, en fait, considèrent qu'en fait, c'est une futilité à côté des centres commerciaux, à côté de toute une série d'autres activités qui étaient à leurs yeux bien plus essentielles. Je me dis, mais dans quel monde on est? Un monde qui considère que créer du lien social, toucher les gens, créer de l'émotion est moins important que aller voir un panda ou aller faire ses courses chez H&M. Est-ce qu'on n'est pas encore dans le même paradigme avec Bien tout ce qui sûr, s'installe au niveau bien politique sûr. pour l'instant? On va pas parler politique, c'est pas le but, mais, Non, bon, mais- est-ce que c'est encore un questionnement qui revient? C'était en tout cas un prémisse d'un modèle de société et ça a été affirmé. On a décidé de fermer la culture pour ouvrir les écoles. Ça, à la limite, tout le monde peut le comprendre. Puis on te dit on ferme la culture parce que on ouvre les shopping centers, etc. Tu te dis, est-ce que c'est normal? Parce qu'on veut ouvrir le parc d'attractions, parce qu'on veut... Pour armer un pays ou pour armer... Voilà, ici, les questions l'Europe, se posent de ouais. la même manière. Effectivement, désinvestir dans la culture pour investir dans l'armée, ce sont des choix, hein. Ce sont des choix politiques et des choix de société. Mais pour vous, ça a un impact. Ça a un impact financier, mais ça a un impact symbolique. Et ce mot non essentiel et cette politique qui, en plus, n'avait ni queue ni tête de fermer, ouvrir, de changer les règles tous les 15 jours, était une manière de déconsidérer quelque chose qui, pour nous, intrinsèquement, est vraiment essentiel et est ce qui manque dans nos sociétés. En plus de Et votre donc, passion. on s'est dit, ouais, mais c'est- en plus de notre passion, effectivement, on s'est dit, mais dans quel monde on est, vers quel monde on va? Et c'est flippant par rapport à tes enfants. Et on l'a vu, hein, je veux dire, ça, tout ce que nous, on annonçait à ce moment-là, parce qu'on a beaucoup travaillé avec des experts de la santé mentale, etc. On a dit, mais faites attention, vous empêchez le lien social, ça va avoir des répercussions sur la santé mentale, ça va avoir des impacts. Les scientifiques le voient maintenant Et et on les le voit études le maintenant. montrent, hein, clairement. Le monde n'a jamais été aussi individualiste qu'aujourd'hui, les burn-out explosent, tout ça on le savait, le gouvernement le savait, tout ça a été annoncé à ce moment-là et ils ont fait d'autres choix. C'est pour moi assez flippant. Comment est-ce qu'on rebondit là-dessus? Comment est-ce qu'on reconstruit, Samuel? Parce Mais que le là, choix tu qu'on dois a fait d'abord, construire. c'était de s'adapter tant pour nous que pour les gens. On estimait Ok. là que contre ce qu'on nous avait dit, contre ce que disait le gouvernement, ici je fais pas de la politique, la culture est essentielle et les gens nous le disaient. On s'est dit, on va s'adapter, on va pas être hors la loi, on va respecter les règles qui nous sont imposées, mais on va adapter les projets aux règles qu'on va nous imposer. Et donc, on a dû annuler un premier événement qui était Namur en mer. Et puis, on a pu adapter le festival La Semo aux règles du moment. Et en fait, les règles du moment disaient qu'on pouvait proposer des moments culturels dans des bulles de 200 et des personnes. Et donc, on a créé en un mois un événement qu'on a appelé « Ceci n'est pas la Semo ». Alors la logistique, j'ose même pas C'était imaginer. assez flippant, hein, oui. Comme quoi vous êtes résilient, c'est rebondir. Oui, mais on s'est dit c'est indispensable. On doit ça en fait au public, on doit ça à l'écosystème parce que tu sais, hein, Tu crées une communauté en fait. tu crées une communauté avec le public et puis notre métier, il rend très humble aussi parce que tu n'es rien sans les artistes, tu n'es rien sans tes fournisseurs et prestataires, tu n'es rien sans tes bénévoles. Et en fait, on s'est dit pour eux aussi on doit travailler. Tous ces gens-là sont au chômage, ils n'ont plus rien. Donc on a fait 3 événements, enfin une adaptation de Namur en mai 2 de la CEMO et puis on a encore créé d'autres événements qui étaient adaptés à cette réalité Covid. Donc par exemple pour la CEMO, on a fait Ceci n'est pas la CEMO qui était une balade dans le parc par groupe de 200 personnes et on faisait des départs toutes les heures et ces groupes s'arrêtaient 4-5 fois, il y avait des haltes avec des concerts, des spectacles d'art de rue. Génial. Et ce qui nous a super fort touché, d'abord ça a été complet en quelques secondes et puis on avait beaucoup de personnel soignant par exemple. D'un côté, on avait des gens qui nous disaient « Vous êtes complètement inconscients, vous faites ça alors que les gens se battent dans les hôpitaux, vous allez ramener des nouvelles vagues, etc. » Ce qui n'a évidemment pas été le cas. Et à côté de ça, il y avait des soignants qui venaient et qui disaient « Écoute, moi, Chapeau, j'ai des quoi. horaires de malade, je travaille comme un fou, Ben, j'ai évidemment. besoin de ça, sinon je craque. Quoi. Ben, J'ai évidemment. besoin de moments comme ça. » Et donc, on s'est dit, et plein de gens nous l'ont exprimé, d'autres disaient je suis enfermé avec mes enfants, c'est pas facile, ou dans mon couple, ou Ouais, puis on était en mon plein boulot. air. Voilà. Et du coup, tu sais, le mois de juillet par rapport au mois de mars, le début du confinement, c'était un premier moment où les gens ont pu revivre ensemble Ah, une bouffée avec d'air. des gens hors de leur petite bulle domestique. Donc voilà, ça c'était un moment fort évidemment. Et donc là, on s'est dit, en fait, une des réalités, c'est qu'on doit toujours s'adapter à un monde qui évolue. Quand on travaille sur les enjeux développement durable, on n'est pas aveugle, on voit que le climat change, même sur quelques années, 20 ans, c'est rien. On a déjà dû prendre des mesures sur certains de nos événements parce que des choses qu'on mettait en place il y a quelques années, on sent que ça commence à ne plus marcher au niveau climatique. Ça amène d'autres problèmes, donc on doit les retravailler autrement. Ça fait partie de l'adaptation, ça. C'est un choix collectif qu'on a fait en tant qu'espèce, en tant qu'humanité, de dire on préfère continuer à vivre comme avant et on sait que ça aura des impacts pour nos années prochaines
pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc voilà, nous on essaye de faire ce qu'on peut pour participer au changement de mentalité. Et puis on doit, comme tout le monde, s'adapter. Ça va être notre quotidien d'être humain pendant les prochaines décennies. Dans un festival comme le vôtre, avec autant de valeurs fortes qu'on entend, avec le fait de créer une communauté que tu expliques très bien, est-ce que ça change votre relation aux artistes? Alors ça dépend, il y a de tout. Alors on sait, parce qu'on a eu cette info de la part d'organismes collectifs d'artistes, que la CEMO, c'est un des 2 ou 3 festivals de musique dans lesquels les artistes belges ont le plus envie de jouer. Parce qu'ils savent que, je te parlais de curiosité et d'écoute, il y a plein de festivals, si tu arrives dans l'après-midi, il y a 14 personnes devant le concert. Chez nous, on ouvre très tôt le matin, on a des scènes découvertes, on a évidemment des têtes d'affiche le soir, mais les gens sont super nombreux à nous faire confiance, à aller découvrir. Et devant les scènes dans l'après-midi, t'as blindé de monde. Et c'est sur plusieurs jours en plus. C'est sur 3 jours, ouais. Voilà, c'est ça, quoi. Et donc, c'est super chouette de voir que cette confiance-là du public, qui n'est plus la norme. On voit d'ailleurs qu'il y a beaucoup de petites salles qui galèrent avec les artistes pas connus. En fait, depuis le Covid notamment, on voit que les habitudes des gens ont changé, qu'ils ont plus besoin d'aller voir des artistes qu'ils connaissent, d'aller dans des certitudes, de moins prendre de risques. Okay. Et c'est pas du tout ce qu'on vit à la CEMO. Et c'est génial. Donc, on fait énormément de travail d'accompagnement des artistes pour les aider à créer. On a un projet d'accompagnement aussi. On finance des artistes pour qu'ils puissent répéter, créer des spectacles, créer des outils de communication pour eux, etc. Il y a à la fois pour des artistes émergents et semi-émergents une envie de jouer à la CEMO. Et puis parfois pour de plus grosses têtes d'affiche, il y en a qui sont sensibles, d'autres qui s'en foutent. Et voilà, c'est une date parmi d'autres, évidemment, sur des grosses tournées internationales. Mais depuis votre positionnement à vous alors? Oui, c'est ça. Et souvent, quand ils viennent sur place ou qu'ils découvrent le festival, ils se rendent compte, ah oui, il y a un truc particulier. Ici, j'ai jamais vu un festival dans un cadre exceptionnel comme ça, parce qu'on est dans un parc qui est un parc classé magnifique. On n'a pas l'habitude de voir un tel public, etc. Donc ça, souvent, les artistes sont touchés et nous le disent. Ah ben, ça donne envie que j'y vienne moi avec mes enfants. Cadeau Plusieurs artistes nous disent ça, quoi. Voilà, bien sûr. Cadeau 2. Mais il y a une culture de la CEMO qui se dit tel type d'artiste on prendra pas, ou on collaborera pas, ou il y a des choix, il y a une orientation sur des choix? C'est-à-dire que c'est plutôt l'inverse, on fait des choix qui sont positifs, c'est-à-dire construire une programmation, je reviens aux émotions dont on parlait tout à l'heure, c'est quelle émotion j'ai envie de partager avec quel public, à quel moment, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire. Tous les artistes qu'on programme, on n'est pas d'accord avec chaque mot qu'ils disent, c'est pas du tout ça le but, c'est plutôt des énergies artistiques, c'est une générosité sur scène qu'on cherche, c'est des artistes qui ont envie de partager. Est-ce qu'on peut dire que vous créez une atmosphère et une ambiance? C'est ça le but, c'est une atmosphère, une ambiance culturelle, un art d'être ensemble. Oui, tout à fait. On a envie de créer un contexte dans lequel les gens sont ouverts pour recevoir, sont dans les meilleures conditions pour recevoir et se nourrir. Et ça, c'est tout notre travail, faire croire aux gens que c'est facile, que c'est naturel, leur montrer aussi qu'il y a des contextes dans lesquels on peut bien vivre ensemble, on peut sourire, on peut être agréable avec tout le monde. Et je pense que quand on crée ce contexte-là, les gens se sentent bien et sont directement touchés au cœur par tout ce qu'ils reçoivent pendant ces quelques heures ou ces quelques jours qui passent. Et c'est ça pour nous, l'objectif et la réussite qu'on essaie de construire à la fois artistiquement par ce qu'on programme ou ce qu'on propose, les concerts, les spectacles, etc. À la fois au niveau de la scénographie, la manière dont on arrange le lieu, à la fois par la nourriture qu'on leur propose, par la logistique qu'on met en place. Tout ce qu'on construit va dans ce but-là. Comment proposer aux gens une expérience dans laquelle ils se sentent bien et ils sont prêts pour recevoir, quoi. Oui. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas un moment où tu t'es dit on a eu tel artiste, tel moment, à telle année, c'était quand même waouh? Est-ce qu'il y a un moment fort par rapport aux artistes ou des moments clés où tu t'es dit là, on a bien joué notre jeu, quoi? Parce que franchement, super retour, quoi. C'est très compliqué d'aller chercher certains artistes, c'est clair. Et on a besoin, à la fois on a un public qui vient pour le projet, mais on sait qu'on a besoin d'artistes pour faire un peu la différence, aller chercher un peu plus de... Qui drive le monde, ouais. Voilà. On a effectivement, en 2023, quand on a décidé vraiment d'augmenter un peu la programmation, on a accueilli Ben Harper notamment. C'était un moment très fort pour nous parce que c'est un nom international assez connu qui a amené pas mal de crédibilité. Et puis petit à petit, année après année, on a à la fois parfois le plus grand plaisir est dans des petites découvertes. On a par exemple Zao Sagazan là, qui a depuis explosé, mais on l'a programmé. C'était encore un très très gros pari de la programmer sur une grande scène comme ça. Puis l'année passée, on avait par exemple Mika, qui est aussi une superstar que tout le monde connaît. Ah oui, mais on ne rate plus le Mika. Voilà, quand tout le monde commence à t'en parler, à te dire Mika, c'est plus le regard des gens. Moi, ce n'est pas quelque chose qui moi me titille personnellement. Mais est-ce qu'il y a des artistes que vous avez aidés à devenir célèbres, limite grâce au fait d'être passé à la CEMO? Ce serait présomptueux de dire ça. Il y a des artistes à qui on a fait confiance et est-ce que ça a joué ou pas un rôle dans leur carrière? Ça, je n'en sais rien. Je crois que tout se nourrit, mais tu vois, cette année, on accueille Puggy, par exemple, qui est un gros groupe belge incontournable de notre scène. On les avait accueillis aussi il y a 15 ans, je pense. Donc c'est un retour tout à fait pour émergent. Personne ne les connaissait. À l'époque, ils remplissaient même pas une petite salle. Aujourd'hui, ils ont fait un forêt nationale. Donc voilà, c'est chouette de voir qu'on a participé un petit peu à notre manière. Mais probablement Puggy s'en serait sorti sans nous aussi. Mais c'est ce que je voulais dire par écosystème. Tu vois, on a un écosystème
dans lequel il y a des artistes, il y a des organisateurs, il y a des techniciens, il y a des professionnels qui font de la logistique. Et en fait, on est sur un équilibre fragile, parce que l'écosystème est très fragile, où on a besoin de tout le monde pour que ça fonctionne. Et donc, il y a une forme de symbiose qui fait que si chacun joue le jeu, si chacun fait son job, on va s'aider l'un l'autre, on va se nourrir. Une année, c'est peut-être moi qui vais un peu plus l'aider, une année, ça va être l'inverse. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut pouvoir... Tu mets la main à la pâte. Ouais, il faut pouvoir accepter qu'on fait partie d'un tout. Voilà. Alors, on a parlé du qui, de quand. On sait que c'était en 2008 que ça a commencé. Il y a eu des moments clés. Il y a eu d'autres moments clés? Je pense qu'un autre moment clé important, c'est à un moment, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'élargir un petit peu et donc d'avoir plusieurs projets et de créer dans l'écosystème notre propre écosystème, tu vois. On a une activité hyper cyclique. Souvent, les gens me demandent « Ah oui, mais tu fais un festival pendant 3 jours, qu'est-ce que tu fais le reste de l'année ?» Ben oui, c'est quand même un an de travail pour arriver à sortir le festival. Les gens ne voient pas ce qui se cache derrière. C'est ça, exactement. Et ça, c'est normal, on ne se rend pas toujours compte du boulot de son voisin. Mais on s'est quand même rendu compte qu'il y a des périodes très intenses. Donc pour le personnel, c'était compliqué. Les gens étaient un peu à mi-temps. Enfin, on avait un truc un peu instable. Tout était dépendant de la météo à 100%. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à avoir d'autres projets, d'autres événements, à d'autres moments de l'année? C'est là où on vient à la casquette multi-entrepreneur. Voilà. Et puis aussi, cette envie, parce que tu en parlais tout à l'heure, mais tu vois, de cette question de simplement faire des concerts l'un après l'autre, tout ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est pas de faire que de la logistique. Et ce qui nous intéresse, c'est de pas une machine de guerre, c'est de l'humain. C'est de l'humain et c'est aussi d'avoir toute cette créativité derrière. Pour nous, le festival est un spectacle en soi, c'est-à-dire qu'il y a toute une réflexion autour. Il y a un cachet, il y a une expérience globale. On veut surprendre le public chaque année via ce qu'on propose et pas que via la programmation. C'est pas compliqué ça? Parce que c'est un défi quand même, chaque année surprendre. C'est très gai, c'est ce qui nous motive et nous amuse. T'inspires parfois d'autres endroits. Oui, et puis ça fait 20 ans, je veux dire, c'est un événement qu'on connaît par cœur et on est toujours en mouvement en fait. Et on peut se réinventer malgré 20 ans? On doit, je pense. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle on est encore là aujourd'hui, c'est que si tu regardes maintenant, il y a 5 ans, je ne vais pas dire que tu reconnais pas le festival parce que tu vas ressentir les mêmes ondes. Il y a l'ADN qui est là. L'ADN est là, et il y a des points communs, mais il y a aussi énormément de nouveautés. C'est ça qu'on adore. Il y a une équipe qui amène cette créativité. On s'est dit par exemple à un moment, je te parlais de l'aspect très familial, il y avait plein d'enfants qui couraient partout et on commençait un peu à avoir les retours de gens qui disaient ouais mais bon c'est cool les enfants, mais ce serait chouette qu'on ait un endroit un peu plus privé pour les adultes. Ouais voilà, entre adultes quoi. À ce moment-là, on s'est dit on va créer un endroit pour les adultes. On s'est dit on va créer dans les bois un bar, on va reconstituer un bar et on veut que ce soit un endroit drôle, quoi, tu vois, où les gens s'amusent et sont hyper relax. On a créé un endroit qu'on a appelé le Troquet et où on s'est dit, on a envie que ce soit un bar décalé dans les bois. On a créé un décor qui est un vieux bar des années 80, tout pourri, et on voulait que les gens se sentent comme dans un vieux bar. Et on a réfléchi qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme activité super décalée là-dedans. Il y a tout de suite des gens de l'équipe qui ont dit, nous, ça nous motive à fond, on va gérer ce bar et cet endroit. Ils ont commencé à se déguiser, à donner un ton au truc. Et on a créé un endroit qui, année après année, est devenu très iconique chez nous, qui est ce Troquet, qui est un endroit où maintenant on propose des sosies de stars, un sosie de Johnny, donc ça évolue. Voilà, ça évolue. Et les gens, c'est un des endroits qui est le plus rempli du festival. Tu nous donnes envie d'y aller, hein. Voilà. Quand je t'écoute, alors que c'est un endroit totalement absurde, mais les gens rigolent et c'est juste drôle, quoi. Et c'est drôle sans se moquer. C'est drôle parce que les gens lâchent tout et sont en mode autodérision d'eux-mêmes aussi. Et on est dans un truc très... on se prend pas la tête et on se sent bien et on rigole avec quand même tout un travail derrière pour rendre ça possible. Et donc voilà, ça c'est un exemple d'un truc qu'on a mis en place. Et puis l'année suivante, on va se dire, maintenant on a envie de faire un truc plus pour les familles, on va créer autre chose. Et donc voilà, chaque année, il y a des défis qu'on se fixe parce qu'on a envie d'améliorer et de polir le diamant, quoi. Il y a encore des challenges qui sont récurrents, qui vont toujours rester. Bon, on les finance, j'imagine. Ça c'est le premier challenge, c'est sûr. Ça reste évidemment toujours stressant. Quand on parle de la CMO, le festival dure 3 jours, donc ça veut dire qu'on fait beaucoup de notre chiffre pendant 3 jours. On doit être sûr qu'il ne fasse pas trop mauvais. Il y a quand même 15-20 000 personnes par jour. Il faut gérer aussi potentiellement de la météo, mais aussi des problèmes de sécurité, de flux de personnes. Enfin, il y a plein de choses de mobilité. Il y a plein de choses dans tous les sens, donc beaucoup de raisons d'être stressé. Et vigilant à la fois. Voilà. Ouais. Donc il y a des défis qui sont à la fois techniques, logistiques, financiers. Il y a aussi des défis de continuer à se réinventer, à s'adapter aux nouvelles réalités qui changent. Donc, les défis, c'est pas ce qui manque dans notre métier. Est-ce qu'il n'y a pas un défi de la com? Quand je t'entendais en presse ou à la radio ou à la télé, c'est toujours court. Quand je t'entends aujourd'hui dans ce podcast, je découvre un univers dont je n'avais même pas conscience. C'est frustrant peut-être quand on a tant de valeurs à partager, tant de choses à dire, avoir très peu de temps d'antenne. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir le temps de te poser comme aujourd'hui, de pouvoir aller plus en détail? C'est beaucoup trop rare. C'est vrai que ce que ce média permet, et ça c'est extraordinaire parce que tu sais, c'est un truc qu'on remarque depuis le début. En fait, la CMO, c'est un projet qui est très compliqué, qui est plein d'aspérités, qui est plein d'âme. Et autant c'est facile de dire cette année, on aura Julien Doré, Nile Rodgers Chic, Xavier Roth, etc. La programmation, ça les gens, ils connaissent l'artiste, ils aiment pas, ils écoutent. Ah ok, je vais acheter ma place, très bien.
Mais tout le reste, tout ce qui est derrière, le supplément d'âme, ça, on a besoin de temps pour le raconter. Et souvent, c'est un truc qui est très difficile à raconter en 15 secondes sur les réseaux sociaux, en une interview média. Je vais aller plus loin. On avait prévu 30 minutes d'interview maximum. Pour moi, on n'est même pas au tiers de l'interview. Il y a tellement de choses à dire. Je prends conscience avec toi dans cet échange que là, ces mots, et c'est pas pour te lancer des fleurs, c'est bien plus vaste qu'un simple projet. Et quand tu me dis multi-entrepreneur, j'ai presque envie de te demander, mais comment tu fais? Parce que déjà rien, qu'est-ce que tu me racontes là et l'ampleur du projet? J'ai l'impression qu'il reste plus de place du tout pour d'autres projets. C'est quoi les autres projets? Tu peux en dire rapidement un mot quand même? C'est surtout la chance d'avoir une belle équipe qui travaille avec beaucoup de passion. Tout seul, Vous êtes évidemment, combien? j'en serais pas capable. On est une petite vingtaine à travailler au bureau. Donc, Vous avez 3 toute bureaux l'année, aussi, si je compte. on a 3 bureaux. On est entre 15 et 20 à travailler toute l'année. C'est quand même une sacrée équipe. Oui, c'est une belle équipe. Et alors, en plus, dans le cadre de l'ACMO, on a une centaine de bénévoles qui sont actifs toute l'année. Centaines de bénévoles. Oui, qui gèrent des budgets, des animations, des activités, des éléments logistiques, etc. Et donc, ils ont vraiment une responsabilité importante qui est suivie, accompagnée par, et donc très formatrice aussi, je pense, mais qui amène aussi beaucoup d'âme parce que c'est tous des gens qui prennent congé pour venir construire le festival, etc. et qui donnent leur cœur, leur trip dans ce projet. Donc, une centaine pendant l'année. Et puis, pendant le festival, on a à peu près 1000 bénévoles qui là vont tenir un bar, gérer un accès. 1000 bénévoles. Oui, et qui là vont travailler quelques heures en l'échange d'un ticket. Et puis, on a encore des centaines de prestataires, techniques, sécurité, catering, etc. C'est etc. Donc, phénoménal, plusieurs quoi. milliers de personnes qui travaillent sur le festival. Mais voilà, tout ça est possible parce qu'on a construit un projet, je pense, assez solide, avec des équipes super compétentes, super passionnées, que ce soit au bureau tous les jours ou les bénévoles d'un peu plus loin. Tout ça donne cette âme au projet avec son histoire et évidemment aussi Tu récoltes les son fruits de ce que public, tu as ses semé, quoi. festivaliers. Oui, c'est un bel exemple parce que la CMO, ça veut dire la graine en espéranto. Donc effectivement, C'est pas innocent, je fais la métaphore. c'est ça qu'on a envie de raconter avec la CMO, qu'on a envie de planter quelque chose, de semer, et on espère que ça va germer dans les esprits et les cœurs des gens. Alors justement, tu dis on espère que ça va germer. J'ai envie de te demander, c'est quoi le futur de la CMO dans 5 ou 10 ans? Le futur de la CMO, c'est vraiment de garder son âme, de garder cet ADN, de garder ses valeurs, C'est essentiel. mais de continuer à proposer des nouveaux contenus, des nouvelles offres artistiques. On est très bien dans ce parc d'Anguin. Il y a une ambition de grandir et d'être multiple et d'être dans d'autres endroits dans le futur? Pas spécialement, non, en tout cas pas sur Plutôt le projet de la pérenniser ce qui est CMO, présent. mais on a encore d'autres idées, d'autres envies pour proposer des nouveautés, des nouveaux lieux du parc qui nous touchent, qui génèrent une chouette émotion chez nous, et à qui on a envie de dire, là on a envie de proposer un nouveau truc aux gens parce que ça nous fait rire, parce que ça nous donne la chair de poule, parce que ça, voilà, on a envie de partager ces émotions avec le public, et donc on a effectivement des idées de nouveaux éléments à proposer pendant les prochaines années. Ça, c'est encore un peu secret, évidemment. Il faut On va garder un tout peu de dévoiler, on mystère va tout pour le dévoiler. public. Et à côté de ça, il y a aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore réussi à en parler maintenant, mais d'autres projets. Je suis aussi allé dans un de vos spectacles au cabaret, au Tour et Taxi. On peut en parler aussi. Donc voilà, je te laisse un peu nous dire si vous faites d'autres rapidement. On a eu envie de créer d'autres projets pour, comme je le disais tout à l'heure, occuper un petit peu toute l'année, avoir des activités à d'autres moments de l'année, et puis aussi par défi, pour changer, pour pas faire toujours la même chose. Donc on a eu, au cours de notre parcours, plusieurs projets, plusieurs événements, parfois pour 1, 2 ou 3 années, et d'autres pour plus. Et donc pour l'instant, les 3 autres projets principaux sur lesquels on travaille, c'est d'abord Event Change, qui est un projet qui n'est pas un événement, là, qui est destiné vraiment aux professionnels, et dont le but est vraiment d'accompagner la culture, le secteur touristique, le secteur événementiel dans sa transition vers plus de durabilité. Waouh! Et donc, on donne des formations, on organise chaque année un forum de la culture durable aussi, on accueille plusieurs centaines de professionnels. Je vais te réinviter dans l'autre podcast sur l'environnement. Alors là, tu me Il y a beaucoup tends de la choses à perche. raconter. L'objectif, c'est de partager d'abord ce qu'on a appris dans le Ouais. cadre de la CMO, et maintenant, ça va beaucoup plus loin parce qu'on a 3 personnes qui sont à temps plein sur ce projet-là, Ah et ouais, qui quand même. donc font des rencontres partout, découvrent tout ce qui se fait de mieux partout en Europe, et peuvent nourrir nos projets. C'est destiné au milieu culturel. Culturel, événementiel, touristique. Ouais, D'accord. c'est ça, avec plein de dispositifs différents. Mais c'est aussi, il y a des fiches qui sont disponibles gratuitement sur le site d'Event Change, qui peuvent servir à des gens qui organisent aussi leurs petits événements ou leurs mariages ou quoi. Tout ça est accessible. Alors ça, c'est un projet un petit peu à part parce que c'est Ok. pas un événement. Bah, il mérite d'être C'est cité un, pour c'est un ce que vous magnifique faites. projet qui nous tient évidemment très fort à cœur. Il y a un autre événement qui s'appelle Namur en mai, qui est le festival des arts forains, donc un festival d'art de rue, cirque, théâtre, qui se déroule le week-end de l'Ascension à Namur. Donc on a plusieurs centaines de spectacles gratuits dans les rues et payants dans des cours et jardins. Là, on est vraiment dans du cirque, dans de l'art de rue. Et ce qui est génial dans ce projet, c'est que on va toucher les gens qui se baladent dans leur ville, qui vont faire du shopping, qui sortent de leur boulot, et on va les toucher dans leur cœur de nouveau, puisque le spectacle se déroule sur une place au milieu de la rue, et avec des spectacles qui sont très universels. Quand on parle de cirque ou d'art de la rue, ce sont des spectacles qui sont faits pour toucher les gens, pour accrocher. Et donc on a un truc qui est
très très fort aussi parce que l'artiste se met totalement à poil dans le sens, il est dehors, il peut Et il pleuvoir, s'implique. tu peux avoir des gens qui se lèvent, des lumières différentes, des bruits dans la ville. L'artiste prend ce risque-là et le public le sent tout de suite. Il y a un truc très fort et très magique. Et cette année, on sera peut-être là avec le Polybuzz. Ce serait avec grand plaisir. Ça va être la 30e édition, mais nous, on l'organise depuis 10 ans. Donc, c'est un festival qui a été porté d'abord par d'autres. D'autres, on a repris l'organisation parce qu'il avait périclité pour des raisons financières. Donc, depuis 2016, on l'organise et ça aussi un événement magnifique. On Il a réunit Namur en mai, plusieurs centaines de milliers de personnes. mais on n'a pas parlé de Bruxelles encore. Et alors, effectivement, il y a actuellement aussi le cabaret, donc Magic Cabaret. J'ai adoré, quoi. J'ai Oui. adoré. Ah ouais, Ah bah, franchement, super. je suis allé en famille avec mon épouse et ma fille. On est restés scotchés. Et franchement, tu nous as réconciliés avec le milieu du spectacle. Ah ben ça me fait plaisir. J'avoue que j'ai passé un de mes meilleurs moments depuis très très longtemps. Franchement, c'était waouh. Et alors, il y a ce cachet, comme tu dis, c'est une touche artistique totalement différente, quoi. C'est une approche totalement différente. Je n'ai pas les mots. J'ai vécu un moment unique. En fait, j'ai pas d'autres mots que ça. Donc, je te donne le Bah, feedback génial en parce que direct. non mais ça fait super plaisir et c'est vraiment le but c'est de réconcilier. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui passent pas la porte d'un théâtre, qui vont pas. Oui, voilà. Et puis, c'est convivial. On peut consommer. On peut avoir une petite assiette Voilà. d'amuse-bouche. On a un petit verre. Vraiment, c'est Ici, c'est un chill, spectacle quoi. qu'on veut super à la fois accessible et à la fois touchant. On est sur plein de disciplines différentes. Il y a du chant, il y a de la danse, il y a du cirque évidemment. On est dans un cabaret, un vrai chapiteau qui date de 1900. Il a plus d'un Qui est siècle. au sein Qui est un de... chapiteau en bois dans la gare maritime de Tour-et-Taxi. Donc, il y a une super âme aussi. Et puis là, on crée un spectacle chaque année sur mesure qui s'appelait le Cabaret Secret. Cette année-ci, il abordait la question des rêves et l'importance de rêver. Et on est en train de préparer évidemment le spectacle suivant pour l'année prochaine. Je recommande à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, allez-y, c'est unique, je vous garantis. C'est vraiment ce mélange, je te dis, il y a du cirque, il y a du spectacle, du chant. C'est touchant, tu vois, en fait, comme tu l'as dit, c'est les émotions. Ces artistes-là, en tout cas, ce jour-là où moi je suis allé, ils ont touché le cœur unanimement toute la famille. Quel que soit l'âge, tu vois. Donc franchement, waouh, réussi. Moi, j'ai plus besoin de parler, c'est bon là. Non, mais c'est un des trucs que moi je trouve génial dans ce spectacle, c'est qu'en fait, on a des séances l'après-midi et d'autres le soir. Tu vois, souvent l'après-midi, il y a des gens qui viennent en famille, avec des enfants, 3, 4, 5, 6 ans. Les enfants adorent, ils sont scotchés, les parents aussi, etc. Et puis le soir, tu as parfois des personnes âgées, des gens qui viennent en couple, entre amis, qui, avec le même spectacle, vont être touchés aussi. Je trouve ça génial. Tu rentres dans aucun Non, c'est cliché. vrai. T'es pas dans un cliché pur cirque. T'es un mélange. C'est ce mélange qui est magique. Et la façon dont vous l'harmonisez, c'est quand même, ouais, c'est surprenant, quoi. Je me dis, il y a quand même des grosses têtes derrière pour penser tout ça. En tout cas, ce genre d'alchimie qu'on adore, essayer de repenser des choses les spectacles, ça existe depuis toujours, les cirques, ça existe depuis toujours, les festivals, ça existe depuis longtemps. Et Est-ce que c'est revenir à du bon repenser ça. sens? Je sais pas s'il est bon ou mauvais, mais c'est en tout cas se réapproprier des codes qui existent depuis longtemps pour essayer de les reproposer d'une manière qui, selon nous, va toucher les gens. On va toucher des gens qui nous ressemblent ou qui nous toucheraient peut-être. Tu sais, tout fonctionne comme ça par habitude. Il y a des choses qui fonctionnent, on reproduit d'année en année la même chose. Ici, nous, notre envie est tout à fait haute, c'est simplement de se dire maintenant on s'arrête, on prend quelque chose qui existe, on le redigère, on le repense, comment on peut le réinventer pour toucher autrement les gens. Il y a la zone de confort et tout ce qu'on rajoute au-dessus, quoi. Voilà, et c'est ça qui nous passionne. C'est peut-être un peu de la folie parfois, mais il en faut, non? Alors moi, il y a deux types de personnes qui font changer le monde. Il y a les fous et les utopistes. Moi, je fais partie un peu des deux. Je pense être bien dans les deux aussi, oui. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Alors Samuel, j'aimerais te consacrer encore beaucoup plus de temps parce que j'ai le sentiment qu'il y a une frustration qui s'installe. Il y a tellement de choses à dire. Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez quand même donner aux auditeurs et aux auditrices avant qu'on passe à nos questions RH? J'aime pas donner des leçons, etc. Mais je pense que le meilleur conseil que je pourrais leur donner, c'est de venir à la CMO, de venir à Namur, mais de venir découvrir le spectacle. Ou d'aller voir des spectacles, des concerts, d'être curieux en fait simplement. Je pense que cette curiosité, on en manque parfois. On est installé dans un confort, y compris culturel, à se dire je vais me taper devant Netflix ou Disney+. Et en fait, là, on est dans des séries ou quoi qui sont ultra formatées et qui sont C'est pas la pensées même émotion. pour ne pas nous faire réfléchir. Ouais, c'est pas la justement. même émotion Voilà. du tout. Ouais, d'accord. C'est un vrai effort aujourd'hui de quitter son canapé, de prendre un baby-sit ou de prendre ses enfants avec pour vivre ça. Mais je pense qu'on en est fort récompensé quand on le fait. Est-ce que c'est un modèle, là, ces mots que tu pourrais te dire, même si on sort du secteur d'art du spectacle, ce qu'on fait pour inspirer les entreprises sur certains aspects? Il t'est déjà arrivé d'avoir ce genre de pensée? J'espère, oui. En fait, tout projet est source d'inspiration pour quelqu'un qui est ouvert, qui est passionné, Qu'il soit curieux, un minimum curieux. qui est curieux. Je suis certain qu'un entrepreneur qui vient à la CMO, il va trouver plein d'idées pour sa boîte. Comme moi, quand je vais acheter un sandwich quelque part, ça me donne des idées pour la CMO aussi. Je veux dire, C'est observateur un minimum. c'est une question de curiosité et d'ouverture, mais il y a énormément de choses qui sont pensées et en fait, au premier regard, tout semble fluide et tout semble facile. Et quand on creuse un peu, on se dit « Ah oui, ils ont quand même pensé à ça ». Moi, c'est en tout cas ce que je fais quand je vais sur d'autres événements. Je n'arrive plus à vivre un événement en tant que public, c'est mon métier, c'est normal.
Je suppose que le boulanger, il sait plus manger un pain sans se dire qu'il manque un peu de sel. Ou quand t'es serveur comme moi dans l'Horeca pendant un certain temps, moi ma femme elle m'en même plus au restaurant, elle Voilà, déteste c'est que j'y ça. aille parce qu'elle Tu va fais te tes critiquer. commentaires, voilà. Ici, c'est la même chose, mais je trouve ça fascinant de décoder, quoi. Comment on nous amène quelque chose qui nous fait du bien. Alors j'entends bien que l'humain c'est ton cœur qui parle et que ça te touche beaucoup et que c'est ta priorité, c'est 90% de qui tu es toi. De ce que je ressens, c'est le feedback direct que je te donne et c'est improvisé, je rappelle cette interview et rien de préparé. Et dans ton rôle, dans tes rôles multiples, recruter, ça fait partie de tes fonctions ou tu passes par un bureau de recrutement, tu passes par des externes? Alors, je l'ai fait. Maintenant, c'est surtout certains de mes collègues qui s'en occupent. Alors j'ai envie de te demander, c'est quoi un bon RH pour toi? C'est une bonne question. Je pense que c'est pas moi, en tout cas. Je sais pas si ça répond à la question, mais je crois que c'est quelqu'un qui peut à la fois écouter, observer et réussir à garder un cadre. Et je trouve que c'est un équilibre qui est pas facile. C'est ça qui te paraît difficile par rapport à toi? Non, moi je pense que ce qui est difficile par rapport à moi, c'est que je suis quelqu'un de passionné et d'excessif. Donc, T'attends la même passion que toi. en tout cas, je suis naturellement déstabilisé de pas l'avoir. Et donc, voilà, je te comprends, tu peux même pas t'imaginer. je ne l'attends pas parce que je sais que c'est pas. Enfin, j'ai appris que ce n'était pas normal de l'attendre. Pas donné à tout le monde en tout cas. Oui, mais même que c'est pas sain non plus. On a pendant des années tous travaillé comme des malades pendant des horaires de fou. Mais c'est pas comme ça que tu construis une équipe, c'est pas comme ça que tu construis une boîte. Les gens, à un moment, ils ont besoin d'équilibre, ils ont besoin de vieillir, d'avoir une famille, de trouver C'est une des magnifique prise de équilibres comme conscience ça. ce que tu dis là. Et ça, on l'a appris petit à petit. Et donc, on a adapté les réalités de l'entreprise au niveau RH à ça, au fait que les gens devaient travailler un nombre d'heures plus raisonnable, que oui, il y a des moments où ils travaillent beaucoup, mais du coup, il faut un peu rattraper à d'autres moments. Il faut compenser. Voilà, il faut compenser, il faut la confiance. Pour moi, la clé, c'est vraiment d'avoir des personnes. En tout cas, moi, j'adore travailler avec des gens qui sont autonomes, qui comprennent les enjeux, qui comprennent les projets et en qui je sais que je peux avoir confiance parce que ce qu'ils vont faire, même si c'est pas exactement comme moi je l'aurais fait, ils le feront avec intelligence et avec cœur et donc ce sera bon pour le projet, quoi. Je retiens le mot-clé que tu as cité 2 fois qui est la confiance et elle est très importante. C'est indispensable. Et en fait, tu sais, la première année, peut-être de la CMO, tout devait passer par moi. Mais sur un projet comme ça, tu te rends compte, c'est Tu impossible. peux plus suivre. T'as Maintenant, tellement de choses qui se passent à un moment très réduit que t'es obligé de déléguer, de lâcher du lest. Et je remarque que c'est un truc qui est hyper difficile. Ça l'a été pour moi, mais il y a longtemps que ça ne l'est plus. Mais même pour mes collègues qui, parfois, ont plus de responsabilités, c'est vraiment difficile de se parfois dire, je en dis que fait, tout passionné a du mal de déléguer. c'est ça. Ouais. Je crois que c'est vrai. Ouais. Et pourtant, c'est un indispensable pour y arriver. C'est un élément clé en tout cas. Sans ça, on se pète la gueule, quoi. Alors deuxième question, c'est un moment fort, un moment waouh. Dans ta carrière, ton parcours, un moment tu te dis waouh, alors là, je m'assois, je suis épaté. Et si tu n'as jamais connu ça, qu'est-ce qui te donnerait ton effet waouh? Franchement, j'en ai chaque année. Je veux dire, chaque année, je suis ému, je suis touché, soit devant un spectacle, soit en voyant l'événement qui se déroule. Et tu sais, tu cours, et puis à un moment, tu t'arrêtes, tu te dis, mais en fait, c'est incroyable, quoi. Pour moi, c'est une magie, et c'est un truc, tu te dis, mais comment ça se fait? Je veux dire, tout se passe si bien, tout est si fort. Et oui, ça m'arrive d'en pleurer. Les premières années, pendant longtemps, à la veille de chaque événement, je vomissais, quoi, C'est vrai? de stress, de pression. C'est très lourd. Tu prenais tout sur toi. Je prenais en tout cas beaucoup sur moi, je le sens encore maintenant, mais j'ai appris à prendre un peu de la distance par rapport à ça. Oui, j'avais vraiment, j'en vomissais, quoi, simplement. Et du coup, c'est vécu très intensément, tous ces moments-là qui sont très forts, très stressants, très durs, et du coup, très beaux. Ouais, parce que c'est presque le miroir de l'émotion que tu provoques, il Oui. revient vers toi en fait. Oui, il y a de ça, et du stress que tu as vécu, et du ça ira jamais, qui en fait, finalement, oui, ça fonctionne. Donc tout ça, oui, tu sais, moi, quand je vois, tu parlais du Magic Cabaret, quand je vois à la fin du spectacle le public qui se lève et qui applaudit, j'en ai la chair de poule, je peux en pleurer, alors que c'est la 15e fois que je le vois, tu vois. Donc Je t'avoue que moi j'avais les larmes aux yeux, que rien que d'en parler, j'ai encore les larmes aux yeux, que si j'y retourne, je les aurai encore. D'ailleurs, je te le souhaite, Je suis promis à aller te voir après pour demander, je vais y retourner. Je vais prendre les dates. Les gens passionnés sont passionnants, tu le sais. J'ai envie de te demander que tu donnes aux auditeurs et auditrices une URL pour aller voir plus d'infos. Ce serait laquelle? Parce que comme il y a plusieurs projets, le mieux c'est d'aller où? Tous les projets sont chouettes, mais je dirais www.pastou.be, qui est un peu la structure fêtière. Sur le site de Pastou, vous verrez le lien vers tous nos autres projets. Tous les autres projets sont là. Actuels, Voilà, c'est important. Excellent. Et dernier, pour conclure cette interview, un message que tu auras envie de dire à tous les auditeurs et auditrices, patrons, entreprises, RH qui nous écoutent. J'espère qu'ils ont la chance d'être aussi passionnés, d'être aussi animés par ce qu'ils font. Et puis s'ils ont envie, les portes nous sont toujours ouvertes pour des chouettes collaborations, que ce soit Est-ce qu'ils autour de peuvent- l'un ou plusieurs de Ils nos peuvent projets. faire des dons, fonctionner sur le support de la CMO, ils pourraient l'anticiper. Alors des dons, non, mais par contre, on a des formules pour les entreprises, pour accueillir les entreprises, que ce soit pour le spectacle dont tu parlais, à la CMO, à Namur-en-Mai. On a plein de formules pour les entreprises parce que Ah, mais c'est un important beau d'en parler. moment à Bah oui. vivre avec ses collègues. Ah oui, donc des formules pour les entreprises venir au spectacle. Oui, Mais est-ce qu'ils peuvent dire, tiens, on aimerait bien être sponsorisé par où? il y a moyen de sponsoriser aussi, Bah oui, parce qu'il y a des lieux, il y a des endroits où on peut être visible. bien sûr. Mais ici, par rapport à, comme on parle à DRH,
je sais que c'est important aussi en tant que RH, Le team event. voilà, de vivre des moments forts en équipe, quoi. Et ce sont des événements qui le permettent et que ça coûte beaucoup moins cher qu'une augmentation. Donc. C'est clair. Et en Et plus, ça touche plus fort et plus longtemps, je crois. c'est ça, et les émotions, il n'y a rien de tel pour faire de l'esprit d'équipe. C'est quand on C'est vit clair. des émotions fortes ensemble, tu regardes une bête émission de télé-réalité, quand tu vois les émotions qui se déclenchent entre les gens, tu sais que c'est ça qui fait du lien. Bien sûr, ça fait du lien, ça crée des souvenirs et ça, oui, je pense que c'est important, ça nourrit. Et puis avoir des employés heureux et bien dans leur tête Ça et dans nourrit leur aussi. cœur, c'est important. Samuel, je te remercie infiniment. Tu m'as Merci, octroyé 1 Michel. heure au lieu d'une demi-heure. Ça me touche beaucoup que tu m'aies fait ce cadeau et cette patience que tu as avec moi. Je vais rappeler aux éditeurs et auditrices qu'ils peuvent également te contacter à un voicemail sur ce podcast dans le lien descriptif. Ils peuvent cliquer, s'enregistrent leur voix, ils réécoutent autant de fois qu'ils veulent et puis quand ils sont contents du résultat, ils mentionnent leur email, ils font envoyer. On reçoit le mail et on peut t'envoyer ce message avec une gratitude, un remerciement, une question, une remarque, un feedback sur un spectacle, pourquoi pas. Et on le partagera volontiers s'il nous autorise à le partager en public. On vous retrouve, mesdames et messieurs, pour de prochaines aventures podcast très bientôt. Et je vous rappelle, allez franchement vivre une expérience Lacemo. Ça déchire, mais aussi Namur en mai et aussi le cabaret. Allez voir sur le site passetout.be. À bientôt. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory.org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneureux, et de collaborer avec le Love Health Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory.org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.